Bonjour et bienvenue sur le décryptage mondial. Dans ma précédente vidéo, je vous expliquais pourquoi le détroit d'Ormuz pouvait provoquer un choc énergétique mondial. Mais aujourd'hui, la vraie question, c'est la suivante. Qui va payer la facture ? Et parmi les grandes régions du monde, l'Europe pourrait être l'une des plus exposées. Car l'Europe n'est pas au centre militaire du conflit. Pourtant, elle peut se retrouver en première ligne économique. Hausse du pétrole, tensions sur le gaz, industrie fragilisée, inflation relancée. Un conflit lointain peut revenir très vite dans le portefeuille européen. Et c'est justement ce qu'on va décrypter aujourd'hui. Non pas refaire toute l'histoire de l'Iran, non pas refaire toute la géopolitique d'Ormuz, mais comprendre pourquoi un choc au Moyen-Orient peut frapper durement l'Europe. Quand une crise éclate dans le Golfe, on pense immédiatement au pétrole. Et c'est logique. Ormuz reste l'un des passages les plus stratégiques du monde pour les flux énergétiques. Une part énorme du pétrole maritime mondial transite par cette zone et les capacités de contournement restent limitées. Selon l'Agence internationale de l'énergie, environ 20 millions de barils par jour y ont transité en 2025. Mais attention, l'Europe n'est pas le principal client direct d'Ormuz. Une grande partie de ces flux part vers l'Asie. Et pourtant, cela ne protège pas l'Europe. Car dans un marché mondialisé, il n'est pas nécessaire d'acheter directement pour subir la hausse des prix. L'Europe reste prise dans le prix mondial de l'énergie. L'IEA souligne d'ailleurs que l'Europe ne reçoit qu'une faible part directe des flux de brut passant par Ormuz. Et c'est là toute la logique du choc. Si l'Asie cherche davantage de cargaisons, si les assurances maritimes flambent, si les routes commerciales se compliquent, alors les coûts montent pour tout le monde. Géographiquement, le conflit est loin. Économiquement, il entre immédiatement dans les coûts européens. Reuters rapporte que les prix du pétrole, du gaz et les marchés européens ont déjà fortement réagi à l'escalade. Depuis la guerre en Ukraine, l'Europe a quand même appris. Elle a diversifié une partie de ses approvisionnements, réduit sa dépendance au gaz russe et renforcé ses politiques de stockage. La Commission européenne rappelle que les États membres doivent viser 90% de remplissage des stockages de gaz avant l'hiver. Donc non, l'Europe n'est pas dans la même situation qu'en 2022. Mais attention à ne pas confondre amélioration et protection totale. Car malgré ses efforts, l'Europe reste structurellement dépendante de l'extérieur pour une partie essentielle de son énergie. Et c'est précisément ce qui rend le continent vulnérable à un nouveau choc venu du Golfe. La Commission européenne continue d'ailleurs de présenter la réduction de cette dépendance comme une priorité. L'autre problème, c'est le moment. L'Europe n'aborde pas cette crise en pleine forme. Croissance molle, industrie déjà affaiblie dans certains pays, budget public plus tendu, la base économique est moins solide qu'avant. Et dans ce contexte, un nouveau choc énergétique peut faire beaucoup plus de dégâts. L'industrie européenne, notamment allemande, encaisse déjà une nouvelle vague de pression sur ses coûts et ses investissements. Très souvent, on réduit ce type de crise à une seule idée. Le baril monte, donc l'essence va coûter plus cher. C'est vrai, mais le vrai danger pour l'Europe ne s'arrête pas là. Car le problème, ce n'est pas seulement le pétrole. Le vrai risque, c'est l'effet en chaîne sur tout le système économique. Premier niveau, oui, le pétrole. Si le brut reste élevé, cela touche les carburants, la logistique, le transport routier, le transport aérien et une partie des coûts de production. Les cargaisons européennes d'essence ont été redirigées vers l'Asie dans le contexte actuel, preuve que les arbitrages mondiaux sont déjà en train de changer. Mais le deuxième niveau, beaucoup plus dangereux pour l'Europe, c'est le gaz. Depuis la rupture avec une grande partie du gaz russe, l'Europe dépend beaucoup plus du marché mondial du GNL. Et quand ce marché se tend, le continent devient très sensible à la concurrence pour les cargaisons disponibles. Les tensions récentes ont aussi frappé les approvisionnements gaziers et que les prix européens du gaz ont fortement monté depuis le début de la guerre, le 28 février 2026. Et là, on entre dans une mécanique redoutable. Parce que quand le gaz remonte, ce n'est pas seulement le chauffage ou l'électricité qui sont touchés. En Europe, le gaz pèse aussi sur la chimie, les engrais, les plastiques, la métallurgie, la verrerie, la céramique et plus largement sur toute l'industrie énergivore. Et c'est ici que le choc iranien devient un choc industriel européen.
Car une entreprise peut survivre à une hausse ponctuelle. Mais si les prix restent élevés, si la visibilité disparaît, si les fournisseurs ralentissent et si les marges se compressent, alors le problème change complètement de nature. Et l'Europe est particulièrement vulnérable sur ce terrain. Parce qu'elle combine deux fragilités, une forte sensibilité au prix de l'énergie et une base industrielle encore importante. Là où une économie plus riche en ressources domestiques peut amortir davantage, l'Europe voit ses coûts remonter plus vite et ses marges se resserrer plus brutalement. Mais l'histoire ne s'arrête pas aux usines, car quand l'énergie remonte durablement, le choc finit souvent par descendre vers les ménages. D'abord le carburant, ensuite l'électricité, le gaz, les biens transportés et parfois même une partie de l'alimentation. Ce mécanisme, l'Europe l'a déjà vécu. Et c'est là que le sujet devient politiquement explosif, parce qu'un nouveau cycle énergie chère, inflation plus tenace, croissance plus faible peut rouvrir des tensions que les gouvernements européens espéraient refermer. La Banque centrale européenne surveille de près le risque d'effet de second tour sur l'inflation. Et pour les gouvernements, le problème est encore plus difficile qu'en 2022. Pourquoi ? Parce que leurs marges budgétaires sont plus limitées. Subventionner massivement l'énergie, protéger les ménages, aider les entreprises, tout cela coûte extrêmement cher. Et aujourd'hui, tous les États européens ne peuvent pas recommencer au même niveau. Il faut aussi préciser une chose importante. L'Europe n'est pas un bloc homogène. Tous les pays ne sont pas exposés de la même manière. Certains ont un mix énergétique plus résilient. D'autres sont beaucoup plus dépendants du gaz importé ou possèdent une industrie plus énergivore. Donc oui, l'impact sera inégal. Mais cela ne veut pas dire que le choc restera localisé. Car ce qui se joue ici, ce n'est pas seulement la situation d'un pays. C'est le prix européen de l'énergie, le climat général des marchés, le coût du transport, le niveau d'inflation et la confiance économique sur l'ensemble du continent. C'est pour cela qu'un choc régional peut devenir une pression européenne globale. Au fond, cette crise raconte quelque chose de plus profond. Elle révèle une faiblesse stratégique européenne. L'Europe parle depuis plusieurs années de souveraineté, de résilience, d'autonomie stratégique. Il y a eu des progrès, c'est vrai. Mais le choc iranien rappelle qu'une grande économie importatrice, ouverte, industrielle, reste vulnérable dès qu'un nœud géopolitique majeur s'embrase. La Commission européenne continue d'ailleurs de faire de la sécurité énergétique une priorité en 2026. Et c'est peut-être la vraie question de fond. L'Europe a-t-elle vraiment corrigé ses fragilités depuis les crises précédentes? Ou les a-t-elle seulement temporairement amorties? Les stocks, la diversification, les nouvelles politiques énergétiques ont amélioré la situation. Mais la réaction actuelle des marchés, de l'industrie et des banques centrales montre que la vulnérabilité n'a pas disparu. À partir de maintenant, il faudra surveiller 4 choses. D'abord, le niveau durable du pétrole. Ensuite, le marché européen du gaz. Ensuite, la santé de l'industrie, surtout dans les secteurs énergivores. Et enfin, la réaction des banques centrales et des gouvernements. Parce qu'à partir d'un certain seuil, on ne parle plus d'un simple stress temporaire. On parle d'un nouveau régime économique plus coûteux pour l'Europe. Donc, pourquoi l'Europe peut-elle payer le prix du choc iranien ? Pas parce qu'elle serait au centre de la guerre, pas parce qu'elle dépendrait entièrement d'Ormuz, mais parce qu'un choc sur l'énergie devient très vite, chez elle, un choc sur les coûts, puis sur l'industrie, puis sur la croissance, puis sur le pouvoir d'achat. Et sur ce terrain-là, le continent part avec plusieurs faiblesses. L'IEA, la Commission européenne et Reuters convergent sur un point. L'Europe a progressé en résilience, mais elle reste exposée à une nouvelle secousse énergétique majeure. Autrement dit, dans le monde actuel, l'Europe peut ne pas déclencher les crises, tout en payant une part disproportionnée de la facture. Et c'est peut-être cela, la vraie leçon du choc iranien. Merci d'avoir suivi cette analyse sur le décryptage mondial. À très bientôt pour un nouveau décryptage.